Déjà, dans le cas depuis quelques mois, il faut bien dire qu'NVIDIA, si je ne me trompe pas, depuis le mois d'octobre, n'a pas battu de nouveau record. Alors, c'est rien de dramatique en soi, on est toujours assez proche des sommets, mais entre le point haut et le point bas de la correction, puis le range qui s'est mis en place, il y avait quand même un bon 20% de mouvement sur NVIDIA. Donc, c'est quand même des mouvements qui s'opèrent, il y a beaucoup de range, et ça l'image un peu de quoi sur le Nasdaq. Moi, je regarde aussi le Nasdaq pour essayer de faire des projections sur ce titre individuellement. Le Nasdaq, collectivement, enfin l'indice, n'a pas battu de record depuis le mois d'octobre. C'est un énorme range. Et la question, c'est est-ce qu'on distribue ou est-ce qu'on accumule avant rallye? C'est deux patterns très différents. En gros, si on distribue, ça veut dire que vous avez le gros rallye depuis avril dernier, une phase de stagnation, enfin de latéralisation. Les titres changent de main, c'est la distribution, et on corrige ensuite. Donc moi, le scénario que j'ai, c'est plutôt celui d'une distribution sur le Nasdaq avant une correction qui ne sera pas forcément énorme, mais une correction, et seulement après cette phase de correction, à ce moment-là, on repart. Et pour que ça corrige, je ne peux pas imaginer une seule seconde que le Nasdaq corrige sans que NVIDIA contribue à cette correction. Nous sommes de retour en direct dans votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité, la modéliser, la travailler, la modéliser et vous la restituer de façon la plus intelligente et objective possible pour que vous puissiez comprendre comment fonctionnent les marchés financiers dans un premier temps. Et une fois que vous avez compris, vous pourrez adapter vos stratégies d'investissement de trading en conséquence ou bien tout simplement comprendre un monde qui va à 1000 à l'heure où chaque paradigme est déconstruit un à un. Et pour ce faire, il est nécessaire d'avoir l'œil éclairé des experts. Et ce matin, j'ai le plaisir de retrouver Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup Alexandre d'avoir accepté notre invitation. Alexandre Baradez, vous êtes Chief Market Analyst chez IG. On a énormément de choses à voir avec vous. La première, l'actu la plus récente, c'est NVIDIA qui a publié des comptes stratosphériques hier. C'est censé rassurer les marchés financiers, au contraire les inquiéter, puisqu'on comprend à la lecture du rapport qu'on est en train peut-être de changer de modèle, de passer d'une étape à une autre sur le secteur de l'IA. Alors, pour être totalement objectif, les résultats sont très bons une nouvelle fois. Donc, on dépasse le chiffre d'affaires en termes d'attente, par rapport aux attentes, on dépasse les anticipations de marge brute, on a des guidances ou ces projections pour le trimestre en cours qui sont là aussi supérieures aux attentes. Donc, toutes les cases ont été cochées. Après, c'est vrai que la réaction de marché, alors c'est du post-market, c'est après la clôture, il était en plus vers 22h30 quand NVIDIA a annoncé ses résultats, donc c'est beaucoup moins liquide, il y a quelques transactions qui s'opèrent, mais on n'a pas eu les feux d'artifice qu'on avait quand même régulièrement sur NVIDIA. On a eu parfois des séances post-market où le titre prenait 10, 15, 20%, même parfois plus, quand le consensus était battu. Là, c'est vrai qu'on l'a battu, et c'est assez logique, vu les niveaux de chiffre d'affaires des sommets de NVIDIA, on le bat plus de 30 ou 40%, comme c'était le cas il y a certaines publications, il y a quelques trimestres de cela. Donc, c'est vrai que les chiffres restent très bons. Le marché a aussi payé, où les prix sont aussi ceux d'une valeur de laquelle on attend beaucoup de performance. Quand vous êtes, alors on peut dire c'est pas énorme, c'était plus que ça à une époque, c'est 47 fois les bénéfices, mais je rappelle qu'aujourd'hui vous avez plein d'autres valeurs des Mag 7, donc ce grand groupe, les hyperscalers ou autres, qui ont des niveaux de valorisation qui sont inférieurs à 40, parfois certains même inférieurs à 30 fois les bénéfices. Le Nasdaq c'est 35 fois les bénéfices. Donc la valorisation actuelle de NVIDIA correspond à ce qu'on a en termes de publication. Et c'est vrai que vous en parliez il y a quelques instants avec votre invité précédent, il y a la question aussi des plaques un peu tectoniques qui bougent en termes de concurrence. C'est-à-dire qu'on voit les gros deals, effectivement, Meta et AMD. Il y a la question de la Chine, où on voit que c'est toujours pas. Alors, effectivement, les États-Unis ont accordé des licences, autorisé NVIDIA à vendre certaines puces à la Chine, mais la Chine, vexée par la situation depuis des mois, ne se presse pas d'acheter ces puces-là. Pourtant, je pense que le marché, dans ses prix, a quand même l'idée qu'il y aura quand même quelques ventes qui seront faites à la Chine, même si le PDG dit nous, dans nos comptes, pour l'instant, sur le T1, on n'intègre pas de possibles ventes à la Chine parce qu'il n'y en a pas encore. Mais le marché se dit que si les États-Unis ont accordé les licences, c'est qu'il y aura quelques ventes qui vont être faites. Donc il y a quelques sujets comme ça. Le deal avec OpenAI également va très bien, quelque chose qui grince un petit peu dans ce deal. On a annoncé 100 milliards il y a quelques mois encore. Désormais, c'est plutôt proche de 30 milliards et c'est pas encore fait. Il y a encore vraiment de signer entre les deux grosses entreprises. Donc il y a quelques petits sujets comme ça qui font que le marché est un peu plus réservé. Puis je pense aussi, quelque chose qui me paraît important, c'est qu'on a vu, on le disait, des hyperscalers, on a des Microsoft qui ont 30% sous leur sommet. Et à un moment donné, le marché se dit, bon, où est la logique? Alors, il y a une logique par rapport au software ou autre, mais dans ce groupe de titans, il y a quand même des titans qui sont 30% sous leur sommet, d'autres sont entre moins 15 et moins 1% du sommet. Donc finalement, NVIDIA est une des rares très grosses valeurs de ce groupe de Mag 7, en étant toujours très proche de ses sommets. Et j'ai l'impression que la position aussi d'autres valeurs qui sont moins chères aujourd'hui, qui ont beaucoup corrigé, ça va peut-être faire hésiter certains à pousser les cours de NVIDIA plus haut. Je pense qu'il y a peut-être aussi un peu psychologique à voir que d'autres membres du groupe des Mag 7 sont comme dans une phase beaucoup plus corrective, et d'ailleurs depuis quelques temps. Mais alors justement, c'est une très bonne remarque que vous faites. L'effet d'entraînement va se faire dans quel sens, du coup, par la force des choses? C'est les valeurs qui sont
sont à terre, entre guillemets, actuellement, qui vont rejoindre Nvidia, ou au contraire, c'est Nvidia qui va être attiré vers le bas? On achète ou on vend Nvidia? En gros, c'est ça la question. C'est plutôt qu'Nvidia va. C'est déjà d'ailleurs le cas depuis quelques mois. Il faut bien dire qu'Nvidia, si je ne me trompe pas, depuis le mois d'octobre, n'a pas battu de nouveau record. Alors, c'est rien de dramatique en soi. On est toujours assez proche des sommets. Mais entre le point haut et le point bas de la correction, puis le range qui s'est mis en place, il y avait quand même un bon 20% de mouvement sur Nvidia. Donc, c'est quand même des mouvements qui s'opèrent. Il y a beaucoup de range. Et ça l'image un peu de quoi sur le Nasdaq. Moi, je regarde aussi le Nasdaq pour essayer de faire des projections sur ce titre individuellement. Le Nasdaq, collectivement, enfin, l'indice, n'a pas battu de record depuis le mois d'octobre. C'est un énorme range. Et la question, c'est est-ce qu'on distribue ou est-ce qu'on accumule avant rallye? C'est deux patterns très différents. En gros, si on distribue, ça veut dire que vous avez le gros rallye depuis avril dernier, une phase de stagnation, enfin de latéralisation. Les titres changent de main, c'est la distribution, et on corrige ensuite. Donc moi, le scénario que j'ai, c'est plutôt celui d'une distribution sur le Nasdaq, avant une correction qui ne sera pas forcément énorme, mais une correction, et seulement après cette phase de correction, à ce moment-là, on repart. Et pour que ça corrige, je ne peux pas imaginer une seule seconde que le Nasdaq corrige sans que Nvidia contribue à cette correction. L'idée, c'est pas de dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues sur Nvidia, qu'il y a des dangers ou autres, c'est simplement de dire il y a des valeurs. Pour une fois, vous posez la question, je pense à beaucoup de gérants ou autres, il y a 6 mois ou 8 mois, avant que Microsoft ne corrige à ce point-là, beaucoup vous disaient que les targets étaient beaucoup plus élevés. Et ça n'a pas empêché un mastodonte comme Microsoft d'être 30% plus bas. Qui, il y a 6 mois, aurait dit, oui, Microsoft sera 30% plus bas dans 6 mois. Donc, c'est pas parce que c'est une valeur la plus grosse du Nasdaq, qui passe pas loin de 5 000 milliards de dollars, qu'elle peut pas lâcher 10, 15, 20% de correction. C'est pas un drame. Simplement, quand vous êtes richement valorisé, que beaucoup de bonnes nouvelles soient intégrées, il suffit qu'à un moment donné, les flux changent un petit peu. On parle un peu de réorientation aussi, on va sur l'Europe, des flux qui arrivent un peu plus sur l'Europe. Il y a des poches comme ça de large cap tech qui sont un peu allégées pour aller chercher d'autres types de les émergents ou autres. Donc, pour moi, Nvidia peut faire partie du lot, et ce serait même pas mal. Ça voudrait dire qu'on aurait aussi des points d'entrée plus intéressants qu'actuellement sur le titre. Et le fait que le marché soit en train de transitionner vers ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire l'exploitation concrète de ces applications, donc ce qui veut dire que tout simplement c'est beaucoup moins consommateur en composants et donc en puces. C'est pas inquiétant cette phase 2 de création de marché Alors c'est vrai que il y a d'un côté, on a vu quand on parle des hyperscalaires qui partent à la baisse, c'est qu'effectivement le thème qui a fait un peu peur aux investisseurs sur ces premiers trimestres, c'est les capex, c'est les montants dépensés par l'entreprise. Donc qui récupère ces capex? En grande partie c'est Nvidia. Donc finalement il y a un peu pas de vaste communicant, mais dans un premier temps oui, on dépense beaucoup d'un côté pour acheter le matériel et la partie technique de l'autre. Donc pour l'instant effectivement le marché est dans cette phase-là. Donc ce qui serait à un moment donné permettrait par exemple à Microsoft de rebondir un petit peu à un moment donné, c'est peut-être si les capex annoncés étaient un peu moins importants par exemple. Ça permettra à Microsoft de rebondir. Et dans ce cas-là, on aurait peut-être effectivement des inversions, des longs Microsoft et des shorts Nvidia pendant quelques temps. Donc, il est possible qu'on assiste un peu à ça à un moment donné, c'est-à-dire de stabilisation dans les hyperscalaires, et puis ceux qui ont beaucoup bénéficié des dépenses d'investissement, typiquement Nvidia, qui à un moment donné corrigent un petit peu. Donc il peut c'est fait un peu de rotation aussi au sein des Max 7. Mais pour l'instant, c'est la supputation. C'est-à-dire que pour l'instant, aucun des hyperscalaires n'a annoncé un pas en arrière sur les capex. Donc ça, c'est peut-être à la prochaine saison de résultats qu'on aura quelques ajustements par rapport à la guidance 2026 qui a été donnée. Ok, donc c'est probablement le prochain mouvement de marché auquel il faut faire attention. Vous avez évidemment lu les articles, les études qui ont été publiées en début de semaine concernant les effets très néfastes de l'intelligence artificielle sur le secteur de l'emploi, notamment celui des cols blancs. On y croit, on n'y croit pas. Il y a UBS qui a publié encore une note hier qui disait quand même, il faut faire attention, ça va avoir un impact considérable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de notes qui vont en ce moment, et ça le Citrini aussi, donc il y a pas mal de notes de recherche. Alors, évidemment, les notes de recherche dans ce sens-là, dans une phase où on se pose beaucoup de questions, forcément ça fait aussi beaucoup de bruit, parce que tout le monde aimerait savoir, veut essayer de deviner l'étape d'après ce que ce sera. C'est clair que oui, il y aura probablement des conséquences de la Fed, on parle un petit peu dans ses projections, par rapport à l'inflation, par rapport à l'emploi aussi. Donc, très très probablement qu'il y aura des conséquences. Après, est-ce qu'elles sont aussi énormes que ce que certaines études laissent entendre? Si réellement, on va d'abord dans le scénario un peu extrême, si réellement ces études ont raison, je pense que ce qui nous attend, c'est une récession. C'est-à-dire que si les cols blancs, vous avez 10% de cols blancs qui perdent leur job, je rappelle que c'est eux qui consomment beaucoup, c'est eux qui ont de l'immobilier, c'est eux qui ont des titres en bourse aussi. Si vous avez d'un seul coup un affaissement de cette catégorie-là en termes d'emploi, l'économie américaine ne sera certainement pas. Donc, et l'économie même européenne ou autre. Donc, il y a un risque qui me paraît tel que je serais étonné quand même qu'on aille sur des extrêmes aussi vite et que les entreprises se délestent comme ça aussi. Attention, c'est des gens... Même s'il y a des plans massifs de licenciement qui sont annoncés depuis 6 mois, 12 mois, mais 12 000 emplois parfois. Oui, alors ça dépend que les tests sont vastes. Sur pareil, les transitions technologiques, si c'est étalé sur 5 ou 10 ans, ça passe. Exactement. Si effectivement, comme certaines études ou certains, même si c'est un des membres de Microsoft, je ne sais plus, c'est des directeurs de je ne sais plus lequel de Microsoft, qui disaient que... dans 12 à 18 mois, grosso modo, on n'aura plus de col blanc. Si ça va aussi vite que ça, mais encore une fois, les entreprises qui ont
qui ont des gens qui sont là depuis 15 ou 20 ans, qui sont formés, qui ont des compétences, si, parce qu'on pense que l'IA peut les remplacer, on vire tout le monde en supputant que l'IA puisse faire le job, je pense qu'il y a quand même des réflexions, l'étude sur mais est-ce que ça fera vraiment le job? Est-ce que le résultat qu'on aura via les IA seront aussi performants que des gens qui ont 20 ou 30 ans d'expérience? Est-ce que l'IA est plus intelligente que l'homme? En gros, c'est ça la question. C'est un vrai sujet. Est-ce que les entreprises... Pour certains, oui. Et elle est là, la révolution technologique, justement. Ouais. Elle est là. Et c'est là la première révolution technologique au monde qui pourrait être supérieurement intelligente à l'homme. Oui, mais je me souviens aussi de phases dans l'autre sens, on est où post-Covid, quand l'économie américaine et d'autres économies dans le monde étaient extrêmement dynamiques post-Covid. Les entreprises avaient du mal à recruter des gens qualifiés à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on passe d'un sentiment, il y a quelques années, où il y avait une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, de cadres ou autres, parce qu'il y avait tellement d'activités qu'on ne trouvait pas sur le marché les gens suffisamment bien formés, donc les salaires progressaient et l'inflation avec. Et on passe en quelques années d'un scénario de pénurie de main-d'œuvre qualifiée à on va virer cette main-d'œuvre qualifiée et la remplacer par des IA. Donc je trouve ça un peu vite dans les deux sens, et c'est pour ça que moi j'ai pas ce sentiment que il y a en tout cas de 12 à 18 mois, ça j'y crois pas une seconde, peut-être sur 5 ans, oui, il y aura des gros arbitrages dans les entreprises, mais 12 à 18 mois, ce sera un cataclysme économique, et c'est tout le discours de la Réserve fédérale américaine qui s'est évidemment penché sur l'impact, notamment sur la rentabilité, la productivité et la rentabilité donc, de l'IA auprès des entreprises, qui disaient en réalité, parce que finalement, in fine, ça a quoi, un effet sur l'inflation. Donc qu'est-ce qu'on fait? On baisse, on monte les taux maintenant en prévision de ce que sera, parce que ces investissements massifs, s'ils se poursuivent, c'est source d'inflation quand même en réalité. Alors je ne sais pas, je suis pas sûr, parce que imaginons qu'effectivement les entreprises aillent aussi vite. 600 milliards pour les 3 majeurs en 2026. Oui, mais si on vire réellement 10-20% des cols blancs, le marché de l'emploi qui s'effondre. Ça veut dire que vous avez des gains de productivité, mais vous vendez à qui? Ceux qui consomment aujourd'hui, une bonne partie, c'est l'école blanche. Donc oui, vous êtes bien avec vos technologies très avancées qui permettent d'aller beaucoup plus vite, de produire beaucoup plus de services ou autres, mais en face, il faut qu'il y ait des gens en mesure de consommer. C'est ça, donc si simplement. Donc ça peut avoir un effet peut-être déflationniste à un moment donné. Tout simplement, il y a trop d'offres, trop de productivité à un moment donné, et il y a personne qui peut les consommer en face, et les prix s'affaissent. Donc vous pouvez même avoir des phases de plus faible inflation sur des progrès technologiques, par exemple. Et c'est ce qu'on pense avoir compris de la dernière publication du Beige Book du compte rendu de la dernière réunion du FOMC. Qui justement, voilà, il y a une vraie question de savoir dans quelle mesure quelle va être l'unité de temps de l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi, le marché du travail, chez les entreprises. Merci beaucoup Alexandre pour ce point de vue-là. On va poursuivre. Alors justement, on va rester aux États-Unis. Le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump, qui dit alors que l'économie américaine n'a jamais été aussi forte, en tout cas qu'elle est puissante, etc. Par la force des choses, c'est difficile de pas lui donner raison, quand même. Alors, effectivement, il a raison sur le fait que l'économie américaine est résiliente. Est-ce que c'est la meilleure phase de croissance économique? On aura probablement un peu plus de 2% de croissance en 2025. Et cette année, les projections de la Fed se sont autour de 2%. Donc, je dis bien pour les États-Unis, pour l'Europe, on serait content d'avoir 2%, mais pour les États-Unis, 2% de croissance ou un peu plus, c'est pas des niveaux de croissance absolument faramineux. Donc, oui, ce qui est très clair par contre, c'est que les scénarios qu'on pouvait nourrir, moi le premier, l'année dernière, sur l'impact des tarifs douaniers, pensant qu'effectivement les consommateurs pouvaient être sensibles plus rapidement, c'est vrai qu'on n'a pas vu, jusqu'à présent en tout cas, de signes sur la consommation. Attention quand même que les derniers chiffres de vente détail qu'on a eu, eux, n'étaient pas terribles, c'était pour le mois de décembre. Quelques chiffres sur les ventes de logements également, qu'on a eu ces dernières semaines, pas terribles non plus. Donc, je pense quand même qu'un des thèmes de ce début d'année, ça va être le consommateur américain. Comment il a fini l'année, comment il démarre l'année. Pour l'instant, les statistiques sont un peu vagues, on a un peu de mal à cerner. En tout cas, elles sont plutôt faibles, ces statistiques. Donc la question, c'est est-ce que c'est sur un mois ou pas? Après, on sait qu'il y a des remboursements d'impôts qui vont arriver, donc à cheval T1, T2, qui seront un peu plus importants que l'année dernière. Donc, encore une fois, c'est pas un chèque qui est fait aux Américains, on leur rembourse d'impôts, donc oui, sur leur compte, il y aura de l'argent qui va arriver. C'est un peu plus important que l'année dernière, mais les questions de baisse d'impôts ou autres, qui a été voté dans le Big Beautiful Bill de Trump il y a quelques temps, ça aussi, ça arrive aussi dans l'économie, mais le marché a déjà cette information-là, c'est-à-dire qu'il sait combien les consommateurs vont recevoir en remboursement d'impôts, combien ils vont avoir aussi par rapport à ces baisses d'impôts. Donc est-ce que c'est suffisant dans une phase comme celle-ci? Le marché de l'emploi, il tient, donc tant que les salaires progressent actuellement autour de 3,8%, il n'y a pas de raison d'être fondamentalement inquiet sur l'économie américaine. Moi, je me pose encore une fois simplement la question de l'inflation. Je pense qu'effectivement, on ne souligne peut-être pas assez le risque d'une inflation qui persiste à 3% sur les consommateurs. On a toujours l'impression qu'on s'habitue, que c'est normal d'avoir une inflation à 3%. Pour certains des Américains les plus riches, c'est pas un souci du tout. Pour beaucoup d'Américains, 3%, je rappelle par exemple que notre inflation en France, c'est 0,3-0,4% en rythme annuel. En zone euro, c'est 1,7 désormais l'inflation. Aux États-Unis, c'est 2 fois quasiment l'inflation qu'on a actuellement en zone euro. Donc pour des gens qui ont des revenus plus modestes, qui n'ont pas d'actifs financiers ou immobiliers, c'est ce qu'il a fait, 3%, c'est encore beaucoup trop comme au niveau d'inflation. Donc c'est peut-être ça aussi des choses qu'on sous-estime. Les tarifs douaniers, effectivement, c'est en train d'être digéré, même si Trump, il y a eu la Cour suprême, pardon, il y a des changements de ce côté-là. Mais il me semble que l'inflation est aussi une question à regarder
par rapport à la consommation. Quel impact de cette inflation toujours à 3% chez les consommateurs? Donc moi je pense que le gros sujet d'attention pour nos analystes, ça va être clairement les consommateurs américains, tout ce qui est entreprise CAPEX, hyperscaler ou autre, mais ensuite vraiment la partie domestique, consommateurs américains, 2 années de mi-terme et dans une phase où il y a encore beaucoup de décisions assez erratiques. Alors je ne dirais pas de l'administration américaine, mais la Cour suprême a rajouté une dose finalement d'incertitude par rapport à ces questions douanières. Exactement, 130 milliards de dollars en suspens, il va falloir les rembourser. On se pose la question de savoir, Donald Trump a dit ok, on vous rembourse, mais dans 5 ans. Du coup, d'ici là, toutes les PME, 300 000. Juste comme c'est une petite aparté, 300 000 entreprises et particuliers pourraient demander un remboursement. C'est gigantesque. Ouais, ça va créer des procédures dans tous les sens, donc qui vont être forcément longues. Et puis, il y a aussi la question désormais de la façon dont ces taxes sont remises en place, parce qu'auparavant, c'était vous avez un article, on passait par là, c'était assez monobloc en fait en termes de taxes. Il y avait les taxes préexistantes, celles qu'on a ajoutées. Désormais, comme l'administration américaine a encore plusieurs types d'articles, certains articles permettent aussi une latitude d'augmenter ou de baisser les taxes douanières. Donc, c'est pour les partenaires commerciaux, c'est plus dur à lire et anticiper parce que ça repose sur plus d'articles que ce qui existait auparavant. Donc, ça crée l'incertitude. Est-elle suffisante pour faire capoter l'économie mondiale? Je ne suis pas convaincu non plus, mais en tout cas, si on parle on part d'une période avant où oui, le tarif douanier avait un choc initialement, parlant. Ensuite, c'était vu comme une rentrée d'argent pour le Trésor américain, donc de quoi baisser un peu le déficit. Et puis, comme des deals avaient été signés à peu près partout, ça semblait à peu près clair, restait juste l'impact sur l'inflation et la consommation. Désormais, il y a toujours l'impact sur l'inflation et la consommation qu'on surveille, mais il y a une incertitude en plus. Voilà, donc, on revient malheureusement un petit peu en arrière de ce côté-là. On parlait du consommateur américain, la confiance du consommateur selon le Conference Board est un peu haut, même à dépasser les attentes des économistes. Elle a un peu rebondi depuis ça fait 2 mois qu'elle rebondit, mais si vous dézoomez un graphique, prenez le graphique de la confiance des consommateurs du Michigan par exemple, vous dézoomez un graphique sur 50 ans, les niveaux de confiance que vous avez actuellement sont des niveaux de confiance qu'on a habituellement dans l'espace de récession. Ce qui est assez frappant parce que justement il n'y a pas de récession aux États-Unis. C'est ça qui est marquant depuis plusieurs années. On pensait que par exemple 2022, après le choc, des hausses de taux ou autres, il peut y avoir récession, il n'y a plus de récession. Puis on pensait qu'après les taxes douanières, l'économie à ralentir, c'est plutôt bien maintenu. Donc, mais pour autant, les consommateurs, quand vous regardez les enquêtes, je pense à du Michigan encore une fois, vous regardez les graphiques sur une cinquantaine d'années, les niveaux actuels de confiance, et c'est ça qui est assez frappant, c'est que il y a une divergence, on en a parlé ensemble plusieurs fois, entre les soft data, c'est-à-dire les enquêtes, et puis les hard data, c'est-à-dire les données réelles. Il y a un gap énorme en fait entre la confiance ressentie, le sentiment ressenti par les consommateurs, et puis réellement ce qui montre en termes de consommation. La seule petit bémol pour la consommation, je le disais, c'est les ventes détail, dernier chiffre connu il y a quelques jours, qui était clairement en gros montrer qu'il n'y avait pas eu de progression des ventes détail en décembre, alors qu'on attendait, je crois, plus 0,4, plus 0,5. Voilà, il faut voir si en janvier ça persiste ou pas. Si c'est une data, c'est pas gênant. Si c'est 2 données d'affilée sur la consommation qui se rétractent, là, je pense qu'il y a un vrai sujet de consommation. Donc, les prochains chiffres de vente au détail, c'est vraiment le plus gros rendez-vous pour l'économie américaine. Ok, on prend rendez-vous à ce moment-là, sachant que c'est à peu près 70% du PIB, la consommation aux États-Unis. Donc c'est extrêmement important. On va filer très rapidement de l'autre côté chez la deuxième économie mondiale, qui post Nouvel An lunaire, a publié des chiffres de consommation intérieure qui sont surprenants et même plutôt à la hausse. Ceci étant, il semblerait que la consommation intérieure chinoise reparte, mais ce soit plus vers les services que les biens. Oui, ouais. C'est le luxe. Comment le luxe peut se comporter face à ça, le luxe français du coup? Alors, c'est toujours mieux en tout cas d'avoir des chiffres de consommation qui s'améliorent que l'inverse pour la Chine, parce qu'on rappelle que c'est le point faible pour la Chine. Quand vous regardez par exemple la carte de la balance commerciale, les chiffres qu'on a depuis déjà plusieurs années montrent une chose qui est très claire, c'est que les exportations progressent toujours, donc la partie export progresse, la partie import en termes de montant n'a quasiment pas bougé depuis 3 ans consécutifs. Ça veut dire qu'il y a pas une dynamique très très forte d'importation, signe que la demande intérieure reste timorée, et on sait pourquoi, choc immobilier, etc., problème de confiance dans l'économie des consommateurs chinois, et puis des niveaux de salaire qui sont probablement pas à la hauteur d'une économie comme la Chine. Donc, c'est bien que ça consomme un peu plus, mais je pense que quand le luxe verra quelque chose de très positif en Chine, c'est probablement quand les autorités feront des annonces. C'est-à-dire quand il y aura des annonces que l'on ressentira comme des annonces de vrai plus pour les consommateurs. Ça pourrait être des baisses d'impôts annoncées, ou comme les autorités chinoises avaient fait il y a déjà quelques mois de cela, quelques trimestres, de dire on va baisser les taux, par exemple, de crédit pour les prêts immobiliers déjà en cours. Vous voyez, des choses comme ça qui impactent. Et qui à l'américaine, d'une certaine façon. Oui, complètement. Parce que finalement, par la force des choses, ce dont on se rend compte, et ça, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'en gros, globalement, les autorités chinoises, elles apportent des petits stimuli, mais par touche, en fait. En réalité, des bons de consommation, voilà, mais ça semble être potentiellement suffisant, finalement, par la force des choses. Ça peut l'être, mais c'est vrai qu'on comprend tous aussi que la Chine a bâti son modèle sur une économie où les coûts sont extrêmement maîtrisés, voire déflationnistes. C'est ce qu'on reproche, d'ailleurs, c'est ce que l'Europe reproche à la Chine, ce que les États-Unis reprochent, en gros, c'est une espèce de dumping permanent, où il y aura des prix à la production, on est encore sur des déflations. Pour l'instant, il y a des prix à la production toujours en croissance négative. Donc, c'est une stratégie, c'est fait pour vendre le moins cher possible à l'export, et voilà, il y a attaqué les parts de marché, et ça se fait
évidemment au détriment des progressions de salaire ou autres. Mais effectivement, on avait parlé ensemble, je crois, la dernière fois, les autorités chinoises commencent à se montrer un peu sensibles à ça, parce qu'elles disent attention, si dans les secteurs, notamment le secteur auto, vous continuez cette guerre de prix les plus bas, même sur le plan domestique, il y a un risque d'avoir de la casse industrielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les groupes sont tellement à se tirer dessus, à baisser les prix, que les marges sont plus là, les salaires progressent plus, les Chinois ne consomment plus, et à un moment donné, il y aura une faillite qui va arriver. Comme l'immobilier, il y a une surproduction à un moment donné, que ça a donné, ça peut être la même chose dans certains plans de l'activité industrielle chinoise. Ok, ah ouais, donc c'est très intéressant de faire le parallèle entre l'immobilier, où alors il y a des immeubles, des immeubles par milliers qui sont totalement vides. Là, ce seraient des voitures qui attendraient sur les ports. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même, on le voit un peu moins sous cet angle-là, mais une énorme concurrence entre constructeurs chinois de véhicules électriques. Donc, c'est là que les autorités ont demandé, en gros, il faut que vous fixiez des prix planchers qui soient acceptables pour tout le monde et qui permettent à l'économie et à ce secteur de fonctionner normalement. Et je pense des choses qu'on a aussi vues dans les secteurs des batteries, des panneaux solaires ou autres, tous les secteurs qui sont un peu stratégiques. Et ça, ce serait pas mal parce que du coup, c'est-à-dire qu'à l'export, c'est bien s'il y a des prix un peu planchers qui sont fixés d'un point de vue domestique. Ça veut dire qu'aussi à l'export, il y aura des prix qui sont un peu moins bas et qui permettront de réduire très légèrement, mais les écarts de compétitivité avec, par exemple, les prix de production en Europe. Ok, les marchés émergents, notamment asiatiques, ça reste une valeur, un investissement intéressant. Oui, ça fait des années qu'on parlait des émergents bien avant, qu'on ait ces énormes rallyes sur les indices de Corée du Sud ou le Japon ou autre. On dit, le Japon, c'est pas émergent, mais même la Chine. Après, la question aujourd'hui, moi, si vous me posez la question, est-ce que dans les 3 ans qui arrivent, il faut rester investir sur l'Europe ou autre, je dis oui. Ce qu'on voit comme mouvement de repositionnement sur l'Europe, je pense que ça va durer à moyen terme. Pareil sur l'Asie. Là où je suis encore une fois un peu inconfortable quand même ces dernières semaines, quand on voit des indices comme le Nikkei, par exemple au Japon, on a quand même des performances désormais, même les indices de Corée du Sud, ça devient très très vertical. Même en Europe, il y a certains indices avec lesquels on commence à être un petit peu aussi vigilant, les indices du sud de l'Europe. Autant effectivement ils ont eu des années extraordinairement bonnes depuis 2 ans liées aux bancaires ou autres. Désormais, je vous invite à regarder un indice comme l'IBEX par exemple pour l'Espagne, c'est quasiment une verticalité depuis plusieurs mois. Donc attention maintenant à ces monotendances où il y a même plus de respiration depuis plusieurs mois. C'est des choses qui, quand ça devient un peu exponentiel, un peu trop vertical, c'est peu importe qu'on croit ou pas à la zone, c'est qu'à un moment donné, le mouvement de marché en lui-même devient, je dis pas suspect, mais devient un peu trop extrême. Et c'est là que le marché doit respirer. Donc moi je dirais que c'est un peu ça qu'on peut attendre là. C'est des phases où sur le Nikkei ça respire un peu, sur l'IBEX ça respire un peu. Donc oui, c'est des indices très différents, mais ils sont pas mal d'indices. On a comme ça, pas seulement sur la Chine, mais vraiment sur certains indices européens, sud de l'Europe, et certains indices émergents. On a quand même des phases très très verticales depuis quelques temps. Et ça, il faut à un moment donné que ça se calme un petit peu, parce que sinon ça débouche sur des corrections plus violentes qui peuvent après avoir des effets psychologiques sur les investisseurs. Donc mieux vaut des petites corrections de temps en temps qu'un rallye de 200% et puis 50% de baisse derrière. Très rapidement, la BCE, donc ça y est, selon les économistes interrogés, Christine Lagarde va vraisemblablement donner sa démission avant la fin de son mandat en juin 2027, je crois, de mémoire. Les bruits qui courent, ce serait qu'elle soit remplacée par Knot. C'est une bonne chose pour l'Europe. Alors Knot, comme il se positionne, il est en tout cas plus faucon que Christine Lagarde. C'est pas aussi faucon que certains membres de la Bundesbank, mais on le range quand même plutôt du côté des faucons. Il faut voir derrière la politique qui sera menée. Après, c'est vrai qu'on a souvent tendance à catégoriser les banquiers centraux par rapport à ce qu'ils ont pu dire quand ils étaient dans les comités de politique monétaire. Et une fois que vous êtes en fonction, encore une fois, ce n'est pas le président qui décide de la politique monétaire. Vous avez des votes, vous avez des consensus qui sont trouvés. C'est les mêmes débats qu'on a au niveau de la Fed. C'est pas parce que Kevin Warsh effectivement a été nominé par Trump qu'il fera ce qu'il veut au sein de la Fed. Il y a tout un board qui décide avec différentes sensibilités à l'intérieur. Donc, moi, oui, Knot, pourquoi pas. Après, c'est vrai que ce qu'on regarde, c'est effectivement actuellement, chacun essaie d'un peu deviner, parce qu'il y a des postes aussi qui sont occupés au niveau de la Commission européenne par certaines nationalités. L'idée, c'est pas que, par exemple, les Allemands occupent les postes de la BCE et la Commission européenne. Donc voilà, il faut toujours aussi, et puis les Français ont déjà eu 2 fois depuis la création de la BCE le poste de président de la BCE, donc c'est maintenant qu'on a un Français qui fait la succession. Donc voilà, effectivement, classe note, ou sinon il y a l'espagnol de Cos également, qui sera un petit peu sur la shortlist. Donc voilà, je pense que ça peut jouer entre ces deux-là. Ou alors les Allemands, mais avec peut-être une démission à ce moment-là ou un changement au niveau de la Commission européenne de la présidence. Ok, à voir. Alexandre, le temps file, on a tellement de choses à voir. Une dernière ou peut-être avant-dernière. J'ai lu une chose. En ce moment, les marchés, c'était un analyste qui disait ça, un gérant, qui expliquait aujourd'hui, les marchés sont insensibles au bruit fondamental, au bruit des fondamentaux. Aujourd'hui, ce à quoi ils réagissent, ce sont des niveaux techniques. C'est vrai. On prend le cas de Trek qui parlera beaucoup de monde, le Dow Jones, par exemple. C'est un indice qui est très tradé par nos clients, que tout le monde regarde. Oui.
avec l'évolution de Dow Jones depuis avril-mai dernier, c'est un canal, une régularité incroyable. Le canal fait 2000 points d'amplitude, donc c'est pas énorme. Et dès qu'on vient chercher le bas du canal, ça repart. Et on voit très bien que les algos, les traders regardent ces niveaux-là. Ça repart chaque fois sur des niveaux qui sont très très précis. Le mouvement de correction qu'on a eu lundi s'est arrêté sur une ancienne zone de résistance qui devient support. C'est-à-dire qu'on voit très bien que et c'est là que le chartisme n'est pas une espèce de lubie comme ça de trader. Quand le marché, et c'est un marché qui est global, hein, le Dow Jones, il n'y a pas que du retail dedans qui fait l'analyse technique. Vous avez des algos, vous avez des gérants, vous avez des hedge funds, vous avez des fonds de pension, vous avez tout le monde sur ces marchés-là. Quand on réagit, quand le marché bouge sur un seul niveau qui est le même niveau que tout le monde a vu, c'est que ces niveaux sont évidemment pris en compte dans des stratégies. Ça peut être des stratégies un peu contrariennes. On pense que ça va casser, puis des volumes suffisants pour aller chercher un peu la liquidité à la hausse. Donc oui, bien sûr que les marchés, c'est entre autres qu'on observe visuellement sans aucun doute sur le SP500 haut, il y a vraiment des niveaux qui sont vraiment des niveaux de réaction de marché. Et oui, l'analyse technique compte beaucoup. Après, ce qui est vrai, je prends un autre cas, sur le pétrole par exemple, on voit où la résistance. Là, par contre, l'analyse technique va pas servir à grand-chose. Si demain, les États-Unis frappent l'Iran, on passera au travers en 3 secondes, même pas en quelques millisecondes. Donc, l'analyse technique, c'est des niveaux, en fait, des niveaux d'influence potentielle. Après, c'est pas la résistance sur le pétrole qui fait qu'on va retomber parce qu'une résistance, ça va dépendre de l'action des États-Unis à ce moment-là. Si effectivement, ils commencent à frapper l'Iran, la résistance sera percée en 3 secondes et on ira chercher tout de suite la résistance suivante. De la même manière que si les États-Unis n'attaquent pas l'Iran et qu'un deal surprenant est trouvé, la résistance reste à la résistance. Vous voyez, c'est simplement des niveaux où on sait que c'est un niveau un peu de bascule. Voilà. Donc pour l'instant, on est légèrement en dessous, à 65,5, 66. Voilà. Mais dans ce cas-là, c'est quand même l'action géopolitique ou l'action économique, si on parle d'autres statistiques, qui va faire la tendance. Mais le niveau technique, quand il se passe moins de choses, quand il y a des hésitations, c'est là que le niveau technique devient vraiment un niveau qui a une fonction et une influence sur les traders. Même si, alors on va basculer justement sur cette dernière question, on parle beaucoup là on parle de technique et de graphique, on dit que c'est l'élément essentiel qui drive les marchés. Pour autant, quand même, il y a un bruit géopolitique qui vient de plus en plus assourdissant actuellement. Vous l'avez dit, à Genève, aujourd'hui, il y a des tractations entre des émissaires américains et des émissaires iraniens. Selon les journaux, selon l'opinion, selon la philosophie, certains disent que on est au bord du précipice, au bord de la catastrophe. D'autres disent qu'au contraire, ils ont trouvé des terrains d'entente. Finalement, personne ne sait, ce qui est tout à fait normal. Sauf les analystes, les opérateurs pétroliers qui disent bon, c'est quand même plutôt mal engagé et il y a un niveau technique intéressant, c'est les $78. Oui, c'est vrai ça? Oui, c'est là que la technique devient intéressante. C'est-à-dire que si on se dit, je fais le pari que les États-Unis vont frapper l'Iran, effectivement, les paliers, quand vous franchissez la zone actuelle, les gros paliers, c'est plutôt entre 70, 79, donc 80. Il y a $70 qui est un niveau plus psychologique qu'autre chose, mais effectivement, donc je dirais que les niveaux suivants sont bien $10, entre 10 et $15 au-dessus. En soi, c'est pas délirant. Si effectivement, il y a Mais sachant aussi que les contre-arguments qu'on a à ça, c'est ce qui fait que le pétrole, je pense, n'est pas déjà allé plus haut. C'est que le marché mondial est très très bien provisionné aujourd'hui. La production américaine reste forte. Il y a tous ces sujets Venezuela, même si c'est des sujets de long terme, mais qui sont comme là pour rassurer aussi un petit peu sur l'approvisionnement moyen long terme. Et on a vu aussi que c'était hier, je crois, avant-hier, les pays producteurs OPEP ont annoncé que ça allait aussi augmenter la production. Donc je pense qu'évidemment, les États-Unis demandent aussi aux pays de la zone d'augmenter un peu la production dans cette phase un peu sensible pour justement éviter qu'il y ait trop de hausse. Donc effectivement, une zone, si ça vient frapper, je pense qu'une zone qui serait légèrement sous les $80, entre 78 et $80, serait la bonne zone où les prix pourraient aller. Je ne pense pas qu'il faille parler de $100 et plus. Là, ce serait vraiment un emballement dans la zone. Mais si c'est juste des frappes envers tactiques pour envoyer un message et puis trouver un terrain d'entente derrière, oui, je pense que ça peut plafonner. $75-80, ça pourrait plafonner la hausse. Ok. On lit un peu partout que en mars 2026, c'est la géopolitique qui va driver les marchés. Vous le pensez également? Chaque année, on le pense par rapport à l'Ukraine aussi. On se dit, tiens, c'est peut-être l'année où des pourparlers vont intervenir, ou peut-être des cessez-le-feu vont intervenir. Ça n'intervient pas, mais c'est vrai que, et c'est malheureux à dire d'un point de vue humain, bien entendu, mais d'un point de vue matière première, par exemple, la guerre en Ukraine, si vous regardez, si quelqu'un n'avait pas suivi et se réveillait d'un coma profond depuis 5 ans et voyait les cours du pétrole aujourd'hui, les cours du gaz naturel, il ignorerait qu'il y a un conflit qui dure depuis plus de 4 ans à l'Est, parce que les matières premières, les marchés de matières premières ont appris, malheureusement, je dis encore une fois malheureusement, à vivre avec ça. C'est-à-dire que le prix du gaz naturel aujourd'hui en Europe, il est à autour de 30 € le mégawattheure, c'est des prix quasiment normaux. Le pétrole, il a un peu rebondi avec l'histoire de l'Iran, mais avant ça, il est tombé sur des plus bas qu'on n'ait pas vu depuis plus de 4 ans. Donc il y a plus sur les marchés de matières premières, sur les métaux, la Russie exporte aussi beaucoup de métaux industriels ou autres, il n'y a pas de stress quelconque. Donc effectivement, c'est malheureusement, mais les marchés de matières premières
ont appris à vivre avec donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut du coup ignorer ce qui se passe à l'Est, en tout cas d'un point de vue marché, j'entends bien, d'un point de vue marché matières premières, ça n'a plus beaucoup d'importance. Jusqu'à présent, en tout cas, peut-être que ça peut changer, on verra. En bien aussi, espérons-le, pourquoi pas cesser le feu. Mais disons qu'on n'est plus à attendre en se disant, voilà, la situation a une grosse influence, comme en 2022, où le pétrole était monté à plus de $100. Là, on regardait vraiment les situations très près. Là, aujourd'hui, c'est matières premières calme d'un côté et une situation géopolitique toujours tendue de l'autre, mais les deux ont moins d'influence l'une par rapport à l'autre. Mais pourtant, l'Allemagne est devenue la deuxième ou troisième puissance mondiale à investir dans son armée. C'est pas rassurant, ça, d'un point de vue géopolitique. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait? On achète du Rheinmetall, Je là? dirais qu'aussi, au contraire, c'est-à-dire que le fait que l'Europe monte en puissance, alors son rythme, voilà, ça défend, ça peut donc c'est de la dissuasion aussi. Donc effectivement, si ça permet d'avoir un monde plus stable ensuite, où effectivement chacun respecte le territoire de l'autre et en ne tentant pas des désaventures comme l'a fait la Russie, c'est plutôt rassurant. D'un point de vue en plus industriel, oui, c'est un armement, mais on voit très bien que les investisseurs ont changé de vue par rapport à ça. Ce qui était, on n'y touchait pas, c'est pas bien il y a quelques années. Maintenant, évidemment, tout le monde dit oui, il faut être sur la défense, c'est plus tout tabou, parce qu'on voit bien les risques associés à un sous-investissement dans le secteur. Donc, d'un côté aussi, ça crée de l'activité en zone euro, de l'industrie, de l'Allemagne notamment, ça peut ruisseler un peu sur d'autres pays. Donc, pour l'instant, maintenant, je vois plutôt des éléments positifs à cette phase de réarmement de l'Europe, parce que ça peut, je sais pas, être un initiateur plutôt de paix ensuite que l'inverse. Ok, très clair. Merci beaucoup, Avec plaisir, Alexandre. Logan. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Alexandre Baradez. Vous êtes Chief Market Analyst chez IGA avec nous régulièrement. Je vous remercie du temps que vous prenez pour apporter des explications à nos téléspectateurs. De notre côté, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou sur notre chaîne YouTube TV Finance. Et écoutez, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 8h55. Et je vous rappelle même qu'en fin d'émission, j'aurai le plaisir de retrouver François Asselineau et Charles Sana, avec lesquels nous reviendrons sur les grandes actualités géopolitiques, mais aussi de politique intérieure. Et donc, c'est dès 9h55 demain en direct. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.